Merci. J'ai le plaisir d'accueillir à présent Lionel Marty, chargé de recherche au CNRS, qui va nous parler, si son titre n'a pas changé, de Femmes au pouvoir ou de pouvoir, quelques réflexions issues de la documentation assyrienne. Et voilà. Merci beaucoup Lionel, et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce colloque. Et je dois avouer que grâce à eux, j'ai pu m'intéresser à un dossier pour lequel j'avais des certitudes et qui, je l'avoue, maintenant m'a profondément plongé dans un océan d'incertitudes. Donc je vous propose maintenant de passer des prêtresses aux reines. L'historien de l'Antiquité qui souhaite s'intéresser à la question du pouvoir des femmes mésopotamiennes se heurte à un fossé chronologique et culturel important, impliquant de résister à la tentation d'insuffler des concepts ou des jugements de valeur anachroniques dans ses études, et aussi à des questions de terminologie complexes. La notion de reine en est un bon exemple. En effet, si l'anglais permet de distinguer une royauté féminine d'une masculine, avec l'emploi de queenship opposé à kingship, ce que le français ne permet pas, car le terme « royauté », bien qu'étant féminin, ne peut désigner pour des raisons historiques que le pouvoir du roi, et il n'existe dans les deux cas pas de terme permettant de distinguer l'épouse du roi de celle qui exerce officiellement le pouvoir, sauf peut-être maintenant avec les nouvelles règles de féminisation des noms de métiers. De manière intéressante, l'acadien, pour des raisons structurelles, permet ces distinctions avec, d'une part, un terme charatutum abstrait féminin de charutum, royauté, et d'autre part, une charatum, forme féminine de charum, le roi. Les études sur la place des femmes dans les sociétés du Proche-Orient ancien sont très nombreuses, tout particulièrement pour le monde néo-assyrien du IXe au VIIe siècle avant Jésus-Christ. Leurs titres même sont assez révélateurs de l'inconscient sociétal qui y préside, comme vous le voyez, au-delà du foyer et de la maison, et les femmes et le pouvoir dans les palais. Ce monde est souvent considéré de manière inconsciente comme une société dont les valeurs masculines seraient tellement prégnantes qu'elles ne laisseraient aucune place aux femmes, tout particulièrement dans les sphères du pouvoir. Si l'on ajoute à cela les images d'Épinal de l'Orient ancien, ses harems et ses rois cruels et virils, vous avez le laboratoire parfait pour développer ce que l'on appelle les études de genre. Trop souvent sont postulées des femmes de pouvoir qui, par le biais d'intrigues d'alcôve ou autres manipulations, gouvernent par l'intermédiaire de leur roi, tandis que parfois est timidement posée la question de savoir si une femme pouvait accéder au pouvoir autrement qu'à cause de situations exceptionnelles, alors qu'une analyse raisonnée et raisonnable de la documentation devrait permettre de se faire une idée sur ces questions en les intégrant dans la société de l'époque. Rappelons que si le monde assyrien a livré une abondante documentation, issue de types très variés, celle provenant de la sphère royale influence très largement notre approche, car très, voire trop explicite, centrée sur les hauts faits d'un souverain au pouvoir sans égal et sans partage, à la tête d'un immense empire qu'elle présente de manière idéale, elle ne laisse que peu de place aux autres composantes du pouvoir. Je vous proposerai donc de nous intéresser à la place des reines, admirez l'ambiguïté, dans notre documentation pour essayer de voir si la dichotomie de pouvoir et au pouvoir est pertinente dans nos études. Nous étudierons donc le cas de l'emploi de charatum, reine, dans les inscriptions royales, puis ce que nous savons du rôle de la femme du palais des rois assyriens, avant de nous interroger sur son adéquation avec l'épouse du roi. Si, comme nous l'avons vu, il existe un terme désignant la reine souveraine en akkadien, voyons comment a été compris cette réalité dans le monde assyrien. Le titre de reine apparaît explicitement pour désigner plusieurs divinités dans deux contextes d'utilisation distincts. Dans un cadre générique, les divinités qualifiées de reines sont toutes des épouses de dieux majeurs. Le sont, par exemple, Moulissou, l'épouse du dieu Achour,
Tsarpanitum, épouse du grand dieu de Babylone Marduk, mais aussi Eshtar. D'autres divinités peuvent aussi être désignées comme reines dans un cadre plus spécifique, lorsqu'il s'agit des divinités polyades, telles que par exemple Ishtar de Ninive ou de Nanaya, dite reine de la ville d'Uruk. On notera qu'une divinité reine n'est jamais explicitement associée à un dieu roi. Ainsi, par exemple, dans cette inscription de Sennachérib, nous voyons au commandement du dieu Ashur, le père des dieux, et de la déesse Moulissu, la reine, etc. Ainsi, bien que la déesse Moulissu soit l'épouse d'Ashur, comme le confirment d'autres textes, elle porte ici le titre de reine, tandis que son époux n'est pas qualifié de roi, alors qu'il peut l'être dans d'autres cas. De manière générale, dans les inscriptions royales, si une divinité est reine, les divinités masculines associées, bien que pouvant porter des titres de souveraineté, tels que le grand seigneur par exemple, ne sont jamais qualifiées de roi. Une notion de royauté féminine existait donc bien, au moins dans le monde divin. Ce dernier n'étant en théorie qu'un reflet du monde terrestre, voyant ce qu'il en est des reines. L'étude de la documentation assyrienne permet de constater qu'il existait des dirigeants politiques portant le titre de reine, hasard ou coïncidence, uniquement à la tête des tribus arabes. Elles apparaissent pour la première fois dans notre documentation avec les inscriptions de Tiglath-Phalazar III, sont régulièrement documentées jusqu'à au moins celui d'Assurbanipal et semblent partager les mêmes caractéristiques que les rois. Elles payent tribut, comme les autres souverains, comme l'illustre cette inscription de Tiglath-Phalazar III, où vous voyez les rois du pays de Rati, etc., une succession de rois, et Zabibé, la reine du pays des Arabes, je leur imposais tribut et paiement. On remarquera que si tous les personnages sont des rois, comme le précise le début du texte, seule Zabibé est qualifiée de reine des Arabes, tandis que les autres personnages masculins le sont par l'ethnique de leur lieu d'origine. Ce phénomène s'observe dans la grande majorité des contextes d'apparition d'une telle reine, situation finalement comparable à ce que nous avions constaté pour les déesses. Ces femmes pouvaient aussi être vaincues au combat, à la tête de leurs troupes, par les Assyriens, comme le rappelle une inscription malheureusement fragmentaire de Sennachérib, je cite, « Tel Rounou, la reine des Arabes, dans le centre du désert, je lui ai emporté X milliers de chameaux, elle avec Razaël, la terreur de me combattre les submergea. Ils abandonnèrent leur tente et fuirent pour sauver leur vie vers, trois petits points, et la ville d'Adoumatou. » Vous serez d'accord avec moi, malheureusement, que le document n'est pas très explicite. La phraséologie du passage est parfaitement parallèle à ce que l'on peut trouver pour des inscriptions de défaites de souverains adverses. On regrettera ici que le texte suivant le nom propre Razaël soit cassé, car à ce moment de l'histoire, nous n'en connaissons pas le titre, et on peut se demander, compte tenu de nos remarques précédentes, s'il était vraiment, comme on le considère habituellement, un roi des Arabes. Il réapparaît, en revanche, dans les inscriptions du successeur de Sennachérib et Saradon avec le titre de roi des Arabes, dans des contextes assez confus, comme nous allons le voir, et qui livrent d'intéressantes informations sur l'existence d'une famille royale arabe. La ville d'Adoumatou, forteresse des Arabes, que Sennachérib, roi du pays d'Achour, le père qui m'avait engendré, avait conquis et dont les biens, les possessions, les dieux, ainsi que Abkalatou, reine des Arabes, il avait pillé et pris vers le pays d'Achour, Razaël, le roi des Arabes, avec son lourd présent, à Ninive, ma ville seigneuriale, est venu et a baisé mes pieds. Il m'implora de lui rendre ses dieux. J'eus pitié de lui. Liste des dieux, les dieux des Arabes, je les rénovai et j'inscrivis sur eux la puissance d'Achour, mon seigneur, ainsi qu'une inscription à mon nom, et je rendis. Si nous laissons de côté les problèmes d'onomastique, nous voyons que Razaël, qualifié ici de roi des Arabes et qui donc a échappé à Sennachérib, vient à Ninive, devant Essaradon, pour se faire pardonner de ses actions antérieures avec ses lourds cadeaux. Il lui demande de lui rendre les dieux que son père avait capturés. Mais le texte se poursuit. Je plaçais
dame Taboua, qui avait grandi dans le palais de mon père, à la royauté sur eux, avec ses dieux à elle, je la renvoyais vers son pays. Donc, non content d'accepter, Esarhaddon en profite pour nommer une nouvelle reine des Arabes. Ce choix est-il le fait du hasard ou le respect d'une tradition locale? La façon de présenter les choses est intéressante, car elle est tout à fait parallèle à ce que nous savons, par ailleurs, de l'usage fait des héritiers des souverains vaincus, élevés par les Assyriens pour servir de futurs monarques potentiels. Sennachérib, lors de la défaite de la reine des Arabes, avait donc capturé des membres de sa famille et fait élever des héritières potentielles au trône. Cette situation indique deux choses. Il existait une famille royale, dirigée par une reine, dont les héritiers étaient des femmes. Un texte datant d'Assurbanipal, décrivant ce que le souverain capture suite à sa confrontation avec Ouaté, un autre roi des Arabes, permet peut-être d'illustrer la théorie de la succession royale dans ces régions. Je cite, « Je capturais ces dieux, donc il parle du roi, sa mère, ses sœurs, sa femme, sa famille, les gens du pays de Kédar, etc. » Dans les inscriptions royales, les énumérations sont généralement structurées selon un ordre décroissant de valeur, dont le critère est pour les familles royales l'importance du personnage dans les successions. Bien qu'ici le souverain des Arabes soit un homme, on remarquera l'absence de mention de ses fils, soit qu'ils n'aient pas été capturés, soit qu'ils aient été relégués dans la catégorie « sa famille », et on remarquera aussi une surreprésentation des femmes. Le fait que l'épouse du roi arrive après les sœurs et la mère signifie que la descendance potentielle du roi en titre n'arrivait finalement qu'en troisième position, tandis que la mère tenait la première position et les sœurs la deuxième. Cette situation qui nous paraît exceptionnelle était donc connue et acceptée par les Assyriens, car ils n'ont pas tenté de nommer un roi à la place d'une reine. Voyons maintenant ce qui se cache derrière l'appellation « reine assyrienne » dans nos manuels, titre que portaient nombre de figures féminines considérées comme marquantes de l'histoire assyrienne, telles alors Samuramat, la fameuse Sémiramis, par exemple, présentées souvent comme des femmes de pouvoir. Je vous propose aussi de quitter notre zone de confort pour entrer de plain-pied dans les incertitudes de la recherche dont il faut avoir conscience pour bâtir un discours, surtout s'il porte sur la psychologie des personnages. L'un des termes qui est traduit traditionnellement par « reine » est celui dont la forme sumérienne est mi-de et de Gal, variante mi-de court, et en acadien, ici Ekalim ou Ségalou, c'est-à-dire en mot à mot, la femme du palais. La traduction par reine est donc ici une extrapolation interprétative. Soulignons par ailleurs que sans la découverte des tombes du palais Nord que vous avez ici de Nimroud en 1951 et 1988-1989, ces femmes seraient restées pour la plupart dans l'anonymat. Alors, que peut-on dire de cette mi-de et de Gal? Il semble qu'il ne puisse y avoir qu'une seule mi-de et de Gal officielle en activité en même temps, dont nous ne savons rien des modalités de nomination. L'inscription retrouvée sur le sarcophage de Moulissou Moukanishat Ninoua, l'épouse d'Assur-Nazir-Pal II, nous donne des détails supplémentaires. Appartenant à Moulissou Moukanishat Ninoua, femme du palais d'Assur-Nazir-Pal II, roi du pays d'Achour, de Salmanasar III, roi du pays d'Achour, etc. Faut-il comprendre ici, ce qui est habituellement admis, que cette femme fut la mi-de et de Gal du roi, puis de son fils, ce qui signifierait donc qu'une mi-de et de Gal puisse l'être de plusieurs souverains. Nous savons par ailleurs qu'un souverain pouvait avoir plusieurs mi-de et de Gal successives, comme cela semble être le cas pour le roi Sennachérib, dont la première connue, Tachmetou-Charat, semble avoir été remplacée par Nakia, que vous voyez ici. La femme du palais avait, comme tous les grands personnages, une maison qu'elle devait gérer avec du personnel pour la faire fonctionner. Elle disposait de terres, de plusieurs lieux de résidence, notamment dans les villes de Kalrou, Achour, Ninive et dans différents endroits de l'Empire. Elle recevait comme eux
une part des tributs et des cadeaux, comme l'illustre par exemple cette lettre datant du règne de Sargon II, dans laquelle Sennachérib, alors prince héritier, décrit à son père 2 répartitions d'affilée de tributs et de cadeaux à différents personnages, dans l'ordre suivant: le palais, la femme du palais, le prince héritier, le grand vizir, le général en chef, le chef juge, le second vizir, etc. La liste n'est pas structurée en fonction des quantités reçues, le prince héritier ne recevant par exemple ici que 3 mines d'argent, tandis que le grand vizir en recevait 70. Il s'agit donc d'un classement hiérarchique. La femme du palais était donc la 2e dans la ou cette hiérarchie. Le niveau de redistribution doit aussi être commenté. Sur le premier rapport, si l'on s'en tient à l'argent, voici les ratios que l'on observe. Cela donne une bonne idée du niveau de redistribution, des apports qui sont faits au roi et de la place de la famille royale dans ces derniers. Si souvent la femme du palais est la mère de l'héritier, comme l'illustrent les cas, nous avons vu, de Samuramat, mère d'Adadnirari III, et de Nakia, mère des Saradons, dans d'autres situations, les choses sont moins claires. En effet, Athalia est la femme du palais de Sargon II, mais n'est peut-être pas la mère de Sennachérib, qui pourrait peut-être s'appeler Rahima, selon une nouvelle lecture de la stèle d'Achour ici. Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Le problème étant que, comme nous ne savons pas quand meurt Athalia, et que dans le reste de la documentation de l'époque, cette Midehé de Galles est parfaitement anonyme, rien n'empêche que la mère de Sennachérib ait pu devenir une Midehé de Galles après Athalia. Lorsqu'une femme du palais devenait la mère du nouveau roi, elle accédait alors au titre de mère du roi à Malougal et recevait alors les moyens qui y étaient attachés. La question qui se pose est donc celle de savoir si une mère du roi restait en même temps une Midehé de Galles, comme cela l'a parfois été supposé. Regardez ici le devenir de Nakia. La titulature de la fameuse Nakia Zakutu illustre bien cette évolution et permet en fait de clarifier les choses. Je cite: Nakia Zakutu, la femme du palais de Sennachérib, roi de la totalité, roi du pays d'Achour; Kalat de Sargon, roi de la totalité, roi du pays d'Achour; mère des Saradons, roi de la totalité, et qui était aussi roi du pays d'Achour. Si l'on s'en tient à la titulature, Nakia est bien Midehé de Galles, mais du père du roi. Et donc, rien ne nous dit, surtout pas elle, qu'elle l'était encore sous son fils. Nous voyons qu'elle porte le titre donc de mère du roi, sachant qu'elle est toujours vivante au début du règne de son petit-fils et que la femme des Saradons, Eshara-Ramat, porte elle-même le titre de Midehé de Galles. Cela tendrait à montrer que l'accession au titre de reine-mère laissait vacant celui de femme du palais. Et à la mort d'Eshara-Ramat, une nouvelle Midehé de Galles dut être nommée. Toutes ces remarques amènent donc à s'interroger sur le fait de savoir si la Midehé de Galles était l'épouse du roi, et si le roi assyrien pouvait avoir plusieurs femmes, combien avait-il d'épouses? Le terme habituellement employé pour désigner l'épouse, achatou, ou dame en sumérien, n'apparaît quasiment jamais en lien avec le roi dans notre documentation. En voici un des rares exemples sur un des bols retrouvés dans une des tombes de Nimroud. Je cite: « Appartenant à Yaba, la femme du palais, l'épouse de Tiglath-Phalazar III, roi du pays d'Achour. » Faut-il donc comprendre de ce texte que le statut de femme du palais est distinct de celui d'épouse? Une autre inscription sur un bol de cette même personne apporte un peu plus de confusion, car on peut y lire « Appartenant à Yaba, la femme du palais de Tiglath-Phalazar III, roi du pays d'Achour ». L'épouse a donc disparu. La question qui se pose ici est celle de savoir s'il y a eu entre-temps une évolution du statut de Yaba ou si l'une est la version courte de l'autre. Une Midehé de Galles peut malgré tout donc être l'épouse du roi. En revanche, quid de la réciproque? Une mention
d'une épouse de roi assyrien apparaît dans 2 chroniques traitant du règne des Saradons et précisant de manière laconique, au mois de Hadarou, c'est-à-dire le 12e mois, le 5e jour, l'épouse d'âme du roi mourut. Ce texte, qui ne nous donne bien évidemment pas le nom de l'épouse du roi, ce qui serait trop simple, semble indiquer que l'empereur assyrien n'avait qu'une épouse, même s'il pouvait avoir plusieurs femmes. En revanche, cela ne nous dit rien des liens possibles entre la Mideu de Galles et l'épouse. Une autre façon d'aborder cette question est de s'intéresser aux descriptions de déportation de familles royales adverses par les Assyriens. Leur analyse montre que, dans la majorité des cas, le roi adverse n'avait qu'une seule épouse, comme l'illustre ce passage d'une inscription des Saradons mentionnant le devenir de la famille d'Abdi-Milkouti, roi de Sidon. Et Saradon nous dit « J'emportais son épouse, Damsou, ses fils et ses filles ». Dans certains cas particuliers, l'épouse, dans les énumérations, est remplacée par une Mideu de Galles, comme dans cette inscription d'Assurbanipal traitant des affaires de l'Élam. Je cite Assurbanipal, « J'emportais la femme du palais et les enfants de Théouman, roi du pays d'Élam, dont j'avais coupé la tête durant une campagne précédente. » On remarquera que cette catégorie de femmes, c'est-à-dire la Mideu de Galles, apparaît dans les déportés à la fin du 2e millénaire dans le cas de la famille royale du Mitanni et à l'époque néo-assyrienne dans le cas de la famille royale d'Élam et de la famille royale égyptienne, qui d'ailleurs en compte plusieurs. Et lorsqu'elle est mentionnée, il n'est jamais fait mention d'épouse du roi. Ces 3 royaumes correspondaient à des entités politiques puissantes et structurées et considérées comme telles par les Assyriens. L'absence de la Babylonie peut s'expliquer à la fois par son état de faiblesse et le fait que les Assyriens considèrent qu'il s'agit d'une de leurs possessions. Cela tendrait donc à montrer que la Mideu de Galles était donc généralement considérée comme l'épouse du souverain et que ce titre et cette fonction dépendaient de la puissance du royaume dont elle était reine. La Mideu de Galles pouvait donc être le titre porté par l'épouse Achatoum d'un grand roi. Une question reste ouverte. Si le statut de mère du roi permettait de libérer le poste de femme du palais, si son fils devenait roi, poste que l'épouse du nouveau roi pouvait occuper, que se passait-il si le nouveau souverain n'était pas le fils d'une Mideu de Galles? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Le titre « femme du palais » était donc porté par la personnalité féminine la plus importante avant la mère du roi. Qu'en était-il, pour finir, de la question des sentiments? Parce que pour le moment, nous avons parlé administration. Un texte datant de Sennachérib permet de savoir que ce roi, souvent présenté de manière assez négative, pouvait être un mari aimant, comme il l'indique dans une inscription portée par 2 statues représentant des sphinx décrivant la construction du palais de sa nouvelle capitale Ninive et qui comporte ce passage unique dans ces inscriptions, et ce qui vous donne d'ailleurs l'emplacement de la maison de la reine. Pour Tachmétou-Charrat, la femme du palais, Mideu de Galles, m'a choisi aimé, Rirtou, dont la déesse Bellatili a rendu l'aspect plus parfait que celui de toutes les autres femmes. J'ai fait faire un palais d'amour, de joie et d'exultation, et j'ai fait se tenir à ses portes des sphinx en calcaire blanc. Au commandement du dieu Achour, le père des dieux, et de la déesse Ishtar, la reine, puissions-nous vivre longtemps et comblés, tous les deux, dans ces appartements, dans le bien-être et la satisfaction. Nous retrouvons Tachmétou-Charrat, qui porte le titre de Dame du Palais de Sennachérib, mais aussi celui de Rirtou. Ce terme, qui est utilisé aussi bien pour les femmes que pour les déesses, tendrait à ne pas être un titre administratif, mais serait plutôt une expression de l'ordre de l'affectif. On peut le constater dans une inscription d'Assurbanipal, dans laquelle il décrit l'état déplorable de Babylone suite à la révolte de son frère Shamash-Shumukin. Il n'a pas eu pitié. Le jeune homme abandonnait sa choisie, Rirtou. Le père laissait son fils aimé de son cœur. Arrivé au terme de cet exposé, j'espère avoir pu vous montrer à la fois les difficultés entraînées par notre documentation pour aborder un tel sujet, mais aussi l'intérêt de l'étude. Nous avons pu voir que la notion de reine souveraine existait au Proche-Orient ancien, tant dans le monde divin que sur terre.
Si la grande partie des dirigeants documentés par nos textes sont masculins, le cas des reines des Arabes montre qu'elles étaient présentées à l'égal de leurs collègues masculins. Dans l'Empire assyrien, il n'y a qu'un roi, l'empereur, auquel était associée une femme portant le titre de femme du palais, qui occupait officiellement une fonction et une place très importantes. Sa nature anonyme dans la majorité des documents et leur faible nombre rend malheureusement difficile d'en saisir toutes les facettes. Constat qui doit être un garde-fou contre toute surinterprétation des sources. Si nous ne savons majoritairement rien des raisons des alliances dynastiques, il semble parfois qu'il existait des sentiments entre époux, comme l'illustre l'exemple de Sennachérib. Voilà ce que l'on peut dire du pouvoir détenu par les reines d'après la documentation assyrienne. Nous voyons qu'il est assez aisé de repérer le pouvoir dont elles peuvent disposer selon leurs fonctions. En revanche, notre documentation rend très difficile de s'intéresser à la psychologie des différents personnages, et il faut se garder de surinterpréter les sources pour y trouver des femmes de pouvoir. On ne peut qu'espérer qu'une nouvelle documentation nous permette d'aller plus loin dans ces réflexions, et je vous remercie de votre attention.